Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La charpente principale de ce temps d'antenne sera autour de 2 points. 2 sommets importants qui auront lieu ce week-end pour notre sous-région. Le premier, le 6 juillet. Ça sera le premier sommet des États de l'AES. Le Burkina, le Mali et le Niger. Et le second sommet important, celui de notre bonne vieille CEDEAO, qui aura lieu le samedi 7. On en parle juste après ceci. Merci de votre fidélité à ce programme. Le samedi 6, donc premier sommet des États de l'AES, et le dimanche 7, le sommet de la CEDEAO. On en parle tout à l'heure. Mais avant, nous ouvrons ce plateau en saluant tous nos amis d'Aouda. Bonsoir. Bonsoir Christelle, Arnaud, bonsoir merci à tous. d'être là. Bonsoir. Élisée. Bonsoir Christelle. Barry. Bonsoir Christelle. Et nous Bonsoir, accompagne donc le docteur Katolognan Ouattara. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, merci. Vous êtes directeur du volontariat, du bénévolat et du service national des jeunes. C'est bien cela. Au ministère, évidemment, de la jeunesse et du service civique. Et vous êtes là pour nous parler d'une belle innovation, quelque chose de magnifique, le campus citoyen 2024 pour une jeunesse ivoirienne attachée aux valeurs. De quoi s'agit-il concrètement? Merci Christelle. Mon plaisir. Avant tout propos, permettez-moi de vous réitérer nos remerciements les plus appuyés au nom de Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. C'est quoi le campus citoyen? Le campus citoyen est simplement un grand rassemblement de jeunes pendant les vacances scolaires en vue de renforcer leur comportement civique et citoyen à travers un encadrement à la discipline, une formation civique et citoyenne et un enseignement sur nos valeurs coutumières. Très bien. Alors, je vois bien que sur l'affiche ici, il faut être résident des régions du Tchologo, du Boukani, et ce Oui. serait même un atout. Pourquoi? Oui, justement parce que ces 2 régions qui figurent parmi les 6 régions frontalières de la zone nord de la Côte d'Ivoire. Et cette année, en partenariat avec l'UNICEF et l'UNFPA, nous avons voulu mettre l'accent sur ces 2 zones-là, mais également sur les autres zones du nord, mais tout en gardant l'idée de brassage culturel, l'idée de la Côte d'Ivoire en miniature, en ouvrant la sélection sur l'ensemble des 31 régions et des 2 districts de la Côte d'Ivoire pour créer la Côte d'Ivoire en miniature au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo. Aouda? Donc concrètement, parce que même si vous ne l'avez pas dit, ça veut dire que c'est un peu pour lutter contre le départ des jeunes vers le terrorisme, le djihadisme, en quelque sorte. Tout à fait. Vous l'avez si bien compris. Nous sommes dans des zones dont la stabilité est menacée par moments par des incursions, ou disons des tentatives d'incursions djihadistes. Il faut avoir le courage de le dire. Et le campus citoyen vient se présenter comme une opportunité pour faire en sorte que les jeunes puissent contribuer à prévenir l'endoctrinement des populations, mais spécifiquement la population juvénile, contre ce fléau qui menace, je veux dire, la sous-région ouest africaine. Arnaud? Oui, moi j'ai 2 réactions par rapport à ça. Déjà un commentaire. Une seule, on va dire une seule. Oui, une seule question, mais un commentaire avant. Déjà, c'est féliciter le ministère pour cette initiative parce que le civisme, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qui de plus en plus manque dans notre pays. Et ce que je trouve dommage, en revanche, c'est que le ministère soit appelé à faire ce genre de projet simplement pour la bonne raison que les civistes demeurent un challenge dans notre pays. Il demeure un challenge en partie parce que on n'a pas suffisamment su, dans notre système éducatif, intégrer à la fois les valeurs de la République et les valeurs civiques. Il y a quelques cours de DHCI qui sont enseignés dans des écoles, que certains enseignants même se refusent de faire parce qu'ils estiment que c'est un cours politique. Et donc, ça fait que finalement, notre système n'est pas suffisamment taillé pour inculquer ces différentes valeurs et le ministère, finalement, est appelé à rattraper des choses qu'on aurait dû faire depuis l'école. La question que je veux poser en revanche, c'est que j'ai vu que l'inscription se faisait en ligne. Donc, comment font pour s'inscrire les personnes en milieu rural qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire en ligne? L'inscription n'est pas qu'en ligne. L'inscription est à la fois physique et numérique. Alors, le système de recrutement est fait en sorte que ceux qui n'ont pas accès à la connexion Internet puissent se rapprocher de nos services déconcentrés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire
pour se faire enregistrer, ou disons pour enregistrer leur candidature. Et même nous allons au-delà, nous allons même jusque dans les villages pour nous adresser aux chefs des villages, les jeunes qui n'ont pas accès à la connexion Internet là-bas, comme je l'ai indiqué tantôt, peuvent saisir les chefs des villages qui vont rapporter les candidatures vers nos directeurs régionaux afin que tous les jeunes qui sont en bonne santé, qui répondent aux critères qui sont énumérés ici, puissent participer à ce grand rassemblement-là qui, il faut le préciser, est placé sous le thème de l'engagement des jeunes pour la paix et la cohésion sociale, en partenariat avec l'UNICEF et l'UNFPA. Élisée? Moi, je voudrais savoir en quoi va consister exactement les activités durant ce campus citoyen et quelle est la durée de ce campus citoyen? Alors, ce campus citoyen-là va courir du 12 juillet avec l'accueil des jeunes au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo jusqu'au 12 août qui marquera la cérémonie de clôture de ce campus-là. Et le 12 août coïncide avec la journée internationale, la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Donc nous voulons marquer ce coup-là pour que, à la suite d'un forum qui sera organisé, que les jeunes puissent dire leurs aspirations, faire des propositions à l'endroit des autorités pour que la jeunesse qui représente une frange importante de la population ivoirienne, plus de 75% de la population ivoirienne, puisse avoir une voix qui puisse compter dans les prises de décision. Très bien. Barry? J'avais demandé concrètement les activités Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? L'agenda, qu'est-ce qu'on aura? On voit des images, on aura forcément du civisme, de la discipline. Oui. Ensuite, on aura... il y a toute une panoplie d'activités axées sur le civisme et la citoyenneté. Je l'ai indiqué tantôt. Un encadrement à la discipline avec le concours du groupe d'instruction et de perfectionnement de la gendarmerie nationale qui est outillé dans ce type d'encadrement. Il y a le civisme et la citoyenneté. Il y a des thématiques qui vont porter sur les questions de droits de l'homme, de cohésion sociale, sur la culture entrepreneuriale. Nous aurons le concours de nos honorables chefs traditionnels qui passeront pour renforcer nos jeunes sur la nécessité de s'appuyer sur nos valeurs coutumières pour ne pas perdre les repères sociaux, afin qu'ils puissent être des citoyens modèles qui vont impacter positivement le comportement des autres jeunes au retour dans leur région d'origine. Très bien. Barry, question? Bon, monsieur le directeur, généralement dans nos États, les initiatives bonnes se comptent par milliers ou par centaines. Mais on pêche dans le suivi et évaluation. Donc, s'agissant du projet Campus Citoyen, comment se fera le suivi et l'évaluation du projet? Merci. Nous faisons le suivi de tous nos bénéficiaires et ça m'amène à donner quelques chiffres. Le Campus Citoyen, qui est une composante même du service national des jeunes, a pris en charge depuis sa phase pilote réalisée en Korogo en 2021 plus de 3000 jeunes. Et ça, c'est pour le campus citoyen. Et dans le cadre même du service national des jeunes, il y a le parcours citoyen. Nous avons aujourd'hui plus de 10 000 bénéficiaires. Ces jeunes-là sont suivis. Ils s'expriment dans leur région d'origine. Ils s'expriment dans des groupes que nous avons créés en lien avec eux. Nous avons un réseau d'alumni dans les groupes WhatsApp, Facebook. Il y a un groupe WhatsApp Facebook qui est dénommé Communauté SNJ, dans lequel les jeunes interagissent. Et pour l'occasion, justement, les anciens qui ont bénéficié du campus citoyen sont appelés à mentorer les autres au cours de séances d'échange et c'est véritablement très enrichissant. Je vous invite donc à y faire un tour sur Korogo à partir du 12 juillet pour découvrir véritablement de façon pratique les activités des jeunes. Alors, question directe, hein, pas de commentaire. Allez-y, Daouda. Merci, pas de commentaire pour bien moi. Sûr. Monsieur le directeur, moi, la question que je vais poser, elle est simple. À quand une formation concrète pour des leaders d'opinion, des leaders politiques, quand on sait que dans notre société, tout ce qui arrive, on sait que le poisson pourrit par la tête. On forme des jeunes de 16 à 24 ans. Mais généralement, ceux qui sont au-dessus d'eux ne sont pas des modèles. À quand une formation concrète pour eux? Un renforcement des capacités, pour bien dire. D'accord. On sort de l'activité, mais c'est quand même une belle question. Je note que c'est une suggestion que nous allons certainement analyser, une suggestion que nous allons rapporter à nos supérieurs hiérarchiques pour faire en sorte que ceux qui se situent au-delà
de la tranche d'âge que nous avons à traiter puisse être également pris en compte. Parce que la question du civisme et de la citoyenneté est une question qui concerne tous les âges. C'est une question transversale. Très bien. Arnaud, question directe. Oui, question directe. Juste un petit mot. Monsieur le représentant, le docteur a parlé de la jeunesse qui représenterait 75%. Il me semble que ce sont les personnes âgées de 0 à 35 ans qui représentent 75%, parce que la jeunesse même de 16 à 35 ans, selon la Charte africaine de la jeunesse, on doit être autour de 30%, il me semble. Ma question est la suivante. Pourquoi ne pas associer, à côté de ce projet-là, associer les réseaux sociaux et la télévision? Parce que un camp qui réunit un certain nombre de personnes, un nombre de personnes limité. En revanche, lorsqu'on fait des émissions originales à la télévision ou en associant des stars du web, on va le dire comme ça, on touche beaucoup plus d'audience et on touche beaucoup plus de jeunes. Est-ce qu'il ne faut pas être peut-être plus créatif dans la façon de communiquer avec les jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est des éléments que nous avons pris en compte en relation avec nos services de communication. Vous remarquerez que sur toute la période de ce campus citoyen-là, il y aura des immersions avec différents médias, aussi bien des médias audio que des médias visuels. Mais la presse en ligne est invitée à des immersions et tous les canaux d'information, en tout cas, sont exploités sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. Très bien. Alors, combien de jeunes sont attendus au total? Alors, pour cette édition, c'est 400 jeunes qui sont attendus au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, mais majoritairement, parmi ces 400-là, il y a 300 qui nous viendront des régions du Nord. Combien de filles ou jeunes filles sont attendues à ce projet? Alors, en général, nous avons une représentation de 30% au minimum de jeunes filles au cours de nos différents rassemblements. Maintenant, pour les points de départ, on sait que c'est au Nord. Les jeunes se déplacent eux-mêmes. Vous avez des points de ramassage. Ça se passe comment concrètement? Alors, le déplacement est encadré par nos directeurs régionaux qui se retrouvent en région. Et donc, les jeunes sont convoyés sous la supervision de nos directeurs régionaux jusqu'au lieu de formation. Et je précise que c'est totalement gratuit, pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire avec le concours des partenaires que je viens de citer. Très bien, Barry, réaction? Et Élisée, ensuite on termine. Maintenant, pour la prochaine édition, puisque là vous êtes à Korogo et les régions concernées, c'est le Tchologo, le Bonkani. En priorité, oui. En perspective, quelle est votre prochaine destination? Alors, nous sommes présents progressivement sur toute l'étendue du territoire national, mais quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous faisons en sorte que tous les jeunes Ivoiriens ou les jeunes de toutes les régions soient représentés pour créer la Côte d'Ivoire en miniature, pour garder l'esprit d'unité et de cohésion sociale. C'est cela. Élisée, on terminera avec lui. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité qu'un parent puisse aller inscrire un enfant, c'est-à-dire un de ses enfants, c'est-à-dire l'enfant peut-être est en déplacement, n'est pas sur place, mais qui doit venir dans la période. Est-ce que c'est possible pour un parent, un proche, d'aller inscrire un enfant? Oui, bien entendu, c'est possible pour le parent d'inscrire son enfant, mais bien entendu avec le consentement de ce dernier-là, parce que le dispositif est volontaire. Et il lui faut aller simplement sur le site internet de l'Office du service civique national, www.oscn.ci, où il y a un formulaire d'inscription pour renseigner la candidature. Très bien. Si vous aviez un dernier mot, Arnaud, on est désolé, si vous aviez un dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est de lancer un appel à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne à s'approprier ce dispositif-là. Nous ne voulons exclure personne. Nous travaillons à ce que tous les jeunes puissent trouver ce cadre qu'est le campus citoyen pour voir leur comportement civique et citoyen renforcé, pour se voir inculquer de bonnes valeurs civiques et citoyennes, pour devenir des leaders qui puissent assurer le relais du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Je les invite donc à s'inscrire massivement, à s'approprier ce dispositif-là. Il est le leur et nous les y attendons. On peut rappeler le site internet ou les canaux par lesquels ils peuvent s'inscrire? Le site internet, c'est le site sur lequel il faut s'inscrire, le www.oscn.ci. On reprend encore? www.oscn.ci. Merci infiniment et puis plein succès à vous. C'est moi qui vous remercie. On sera en tout cas là avec beaucoup de plaisir pour recevoir les images et les différentes réactions, les transformations émotionnelles aussi de ces jeunes-là.
Merci d'être venu, monsieur le directeur. Merci, Christelle. Je rappelle que vous êtes le docteur Katolognan Ouattara, directeur du volontariat, du bénévolat et du service national des jeunes. Vous étiez là pour nous parler du campus citoyen 2024 pour une jeunesse ivoirienne attachée aux valeurs civiques. Merci infiniment. Merci. Pendant qu'on parle donc de jeunesse ivoirienne attachée aux valeurs civiques, on essaiera de voir un peu ce que fera dimanche 7, la CEDEAO attachée à ses valeurs. La CEDEAO donc aura un sommet le dimanche 7, mais bien avant, les États de l'AES auront eux leur premier sommet, le 6. Il est même demandé donc justement aux populations du Niger de sortir, accueillir massivement pour célébrer, n'est-ce pas, l'AES. Messieurs, j'aimerais avoir vos commentaires. Comment est-ce que vous analysez ce double sommet important pour notre région au total, Barry? Vous avez évoqué deux sommets qui sont différents sur le plan institutionnel, qui n'ont pas la même envergure, en ce sens que la CEDEAO, jusqu'à preuve du contraire, compte 15 pays. Il est vrai que nos pays frères, que sont le Burkina, le Niger et le Mali, avaient exprimé leur souhait de quitter l'organisation, mais on sait qu'il y a une période d'1 an. Il y a un processus. Voilà, il y a un processus. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils font encore partie de l'organisation. Maintenant, la CEDEAO, elle a un agenda qui est connu de tous. Tous les sommets de la CEDEAO sont connus d'avance. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est la routine institutionnelle au niveau de l'organisation. Mais le contexte étant ce qu'il est, il y a une certaine forme de... Il y a une certaine... je ne sais pas comment je vais l'exprimer, mais il y a une grosse communication autour des deux sommets. Parce que les États de l'AES ont choisi le jour d'avant la date prévue par la CEDEAO de façon stratégique. Mais c'est leur premier sommet. On nous avait annoncé une perspective de confédération. Mais quand vous vous référez à la charte de l'Alliance des pays du Liptako-Gourma, vous voyez que le centre d'intérêt principal, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc, ils ne sont pas encore penchés réellement sur les questions en profondeur, les questions d'intégration et de développement économique. Donc, déjà, c'est la première réaction, c'est que les deux sommets, le sommet de la CEDEAO, fait partie d'un agenda qui est déjà connu. Maintenant, clairement connu et communiqué à l'avance. Donc tout le monde le sait. Maintenant, Élisée Boloube, lorsque l'AES décide de mettre son sommet le 6, est-ce que vous y voyez, je ne dirais pas de la provocation, mais de dire attention, il faut qu'on réagisse rapidement, qu'on se positionne en tant qu'alliance, en tant que force, puisqu'on sait qu'en février 2024, leurs experts et ministres se sont réunis à l'effet d'écrire donc les différents textes qui vont régir cette organisation-là. Comment est-ce que ces deux organisations feront-elles pour cohabiter, si tant est qu'elles sont au même niveau maintenant? Élisée? Non, moi je pense déjà qu'il faut être raisonnable. Les deux organisations ne peuvent pas être au même niveau. C'est vraiment pas possible. Voilà, moi je vois déjà dans la volonté des pays de l'AES de faire le sommet demain dans une logique, une volonté de se donner un peu de visibilité. Moi, c'est ce que je vois. Pourquoi ils cherchent de la visibilité? Non, bien sûr, pour se faire plus entendre. Donner un signal qu'effectivement, nous sommes résolus dans notre démarche d'aller à cette fédération ou cette confédération qu'on souhaite. C'est un peu ce signal-là qu'ils veulent donner. C'est vrai qu'il y a le sommet de la CEDEAO et on sait que généralement, quand on rentre dans la période des sommets de la CEDEAO, ça captive l'actualité. Parce qu'on se dit forcément il y a des informations importantes pour la sous-région qui doivent sortir de là. Donc, eux, en faisant ce sommet déjà, c'est une manière de dire que, OK, juste avant la CEDEAO, donc ils cristallisent un peu l'actualité. On va tous se tourner vers, comment dirais-je, l'AES pour savoir un peu ce qui va être dit et tout ça, éventuellement, voir si la CEDEAO pourrait réagir dessus. Donc c'est comme si eux, du coup, ils voulaient prendre la main et puis maintenant conduire le jeu pour voir si effectivement l'agenda de la CEDEAO ne pourrait pas être changé. Je lui ai dit, quand il dit l'agenda, pas la date, mais je lui ai dit les sujets qui seront abordés, si éventuellement ce qui est dit au sommet de l'AES ne peut pas revenir dans l'agenda pour être au cœur des discussions au niveau de la CEDEAO. Et s'ils arrivent à atteindre cet objectif-là, c'est comme si effectivement ils avaient les cartes en main, ils avaient amené la CEDEAO, ils avaient obligé la CEDEAO à suivre leur agenda. Voilà, à suivre leur agenda. Donc voici un peu, moi je pense, la stratégie qui est derrière cette volonté-là de vouloir faire ce sommet-là le 6. Sinon, ce sur quoi ils vont discuter, c'est-à-dire la charte, comme il a dit, du Liptako-Gourma, sur lequel ils vont discuter, a été traité par les experts depuis le mois de janvier.
Voilà, donc de février 2024. Donc ils avaient, pour moi, suffisamment le temps de pouvoir rebondir dessus. On comprend tout de suite, en tout cas pour nous qui voyons tout dans la stratégie, on comprend qu'il y a une stratégie voilà, qui est en bas de cette date du 6. Maintenant, comme je le dis, ces deux organisations, je veux dire, on ne peut pas les mettre au même niveau. Aujourd'hui, la CEDEAO est dans une dynamique, est dans une logique. La CEDEAO, en tout cas pour la grande majorité, même si c'est vrai que selon certaines indiscrétions, au sein même de l'organisation, il y a certains qui, eux, sont déjà favorables au départ des trois. S'ils veulent partir, qu'ils partent. En tout cas, il y a certains dans l'organisation, pour eux, vraiment, il n'y a même pas de débat. Par contre, il y a certains qui ne sont pas des moindres. Qui estiment qu'il faut garder voilà, la charte parmi lesquels même ferait partie éventuellement le chef de l'État ivoirien et puis certains présidents, en tout cas d'une certaine influence. D'où peut-être la médiation. Voilà, qui estiment justement qu'il faut que on puisse faire en sorte qu'on reste ensemble, parce qu'on est plus fort quand on est ensemble. Voilà, et surtout, qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que la CEDEAO, au-delà de l'aspect politique, a une vocation, celle-là de permettre le rapprochement des peuples. Ça doit être une CEDEAO des peuples en réalité. Donc si on commence à s'émietter comme ça, on sort de cette vision de la CEDEAO et on va ailleurs, alors que ce n'est pas ça l'objectif de l'organisation. Donc aujourd'hui, la CEDEAO poursuit ses efforts pour permettre vraiment le retour de ces pays-là, parce que la CEDEAO estime que, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand on est ensemble qu'on est fort. D'où la médiation du président Diomaye Faye, qui a en tout cas tourné un peu dans ces différents pays-là. Je pense que dimanche, ça sera l'occasion voilà, pour lui de faire le point à ses pairs de tout ce qui a été dit dans ces échanges, des résultats de sa médiation. Très bien. Arnaud, est-ce que vous ne pensez pas qu'au vu des challenges de l'organisation, elle pourrait penser, pourquoi pas, à faire une introspection et faire sa mue, la CEDEAO? Oui, tout à fait, parce que c'est dommageable. C'est quand même dommage que dans une même région, on ait à la fois la CEDEAO et une organisation qui veut se présenter en tout cas comme une organisation concurrente de la CEDEAO et qui envisage même aller jusqu'à la Confédération d'États, mais qui est un peu différente. Pourquoi c'est dommage, Arnaud? C'est dommage parce que l'on doit aller vers l'unité. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique doit être unie. Ça doit commencer déjà par nos différentes sous-régions. Mais si pour des intérêts très souvent politiques, l'on est appelé à diviser les peuples, je trouve que c'est quand même assez dommage. Et pour en revenir au sommet, je trouve que l'AES veut se positionner très clairement, veut être beaucoup plus audible et se positionner juste avant le sommet de la CEDEAO pour compter dans l'agenda et pour que les décisions qu'ils arrêteront soient mises à la face en fait, de la CEDEAO. Mais au-delà, en revanche, ce que je trouve dommage au niveau de l'AES, c'est que l'AES a été portée, certes par des militaires, on pourra dire tout ce qu'on veut sur la légitimité, mais a été portée avec l'idée que les peuples doivent être beaucoup plus audibles, beaucoup plus entendus, parce qu'on est en démocratie. Et donc, les coups d'État en partie, au Burkina par exemple, devraient contribuer à faire plus entendre le peuple. Mais ce n'est pas forcément le cas, parce que dans les décisions et de retrait de la CEDEAO et de création de la Confédération d'États, on n'a pas beaucoup consulté le peuple pour avoir son avis. Finalement, la CEDEAO des peuples qu'on voulait, on ne l'a pas, et on se dirige vers une AES qui intègre très peu les volontés populaires. Mais la question pour vous, c'était plutôt, est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se passe, parce que l'AES a été montée sur des griefs que la CEDEAO connaît, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez honnêtement qu'il serait temps pour cette organisation-là de faire sa mue, de faire son introspection et de dire attention, est-ce que véritablement, sur certains points, on n'avait pas deux poids, deux mesures? Est-ce qu'on n'aurait pas dû réagir comme ça? Pensez-vous que c'est le bon moment pour cette CEDEAO-là de changer quelques principes? Exactement. La CEDEAO est critiquée sur de nombreux points. Je vais en prendre 2 ou 3. Le premier point, c'est la gestion des coups d'État. Très clairement, les coups d'État portent atteinte à l'ordre constitutionnel, etc. On va avoir une réaction d'une CEDEAO face au Burkina, qui n'est quasiment pas sanctionnée, juste suspendue des organes de l'institution. Et puis on va avoir une réaction beaucoup plus excessive au Niger, où on a brandi la sanction militaire, l'invasion, etc. Donc on a une CEDEAO qui réagit à géométrie variable en fonction des coups d'État déjà. Et deuxièmement, il y a la question même de démocratie. Lorsqu'on parle de démocratie, ce n'est pas que l'élection. On peut critiquer ces États parce qu'ils ont violé l'ordre constitutionnel, violé un principe de démocratie qui est l'élection, qui est le mode d'accession au pouvoir en démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas que l'élection. La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. La démocratie, c'est le respect des libertés. La démocratie, c'est le respect de la liberté de pensée et de réunion que l'on puisse manifester dans un pays. Donc, quand on n'a pas ces éléments-là dans de nombreux pays de la CEDEAO, qui sont des éléments qui concourent également à la démocratie, au même titre que les élections. Mais la CEDEAO est silencieuse sur ces violations démocratiques et elle bombe le torse dès qu'il s'agit d'élections. Je suis d'accord que les élections soient un principe démocratique, mais les autres principes le sont tout autant.
Daouda, votre point de vue sur le sujet, on a déjà fait un tour de table. On revient, on écoute Daouda et puis après vous allez réagir. Allez-y Daouda. Déjà, avant de commencer, je veux dire, les États de l'AES ne finiront jamais de moins m'étonner parce qu'ils sont toujours dans la surenchère. Pourquoi Daouda? Je pense que mes co-débatteurs l'avaient déjà dit parce que le calendrier des sommets de l'Union africaine, de la CEDEAO sont toujours connus. Donc, ils sont dans une stratégie. Il faut qu'on parle toujours de nous. Comme je le dis, ils sont toujours dans le vous-vous-là. Et pourtant, dans le fond, il n'y a rien de... S'il te plaît. Oui, allons-y, Daouda. Voilà. Ils sont toujours dans le vous-vous-là. Et dans le fond, on ne trouve rien de concret. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les décisions qu'eux, ils prennent, ces décisions n'ont pas fait... Ça n'a pas été tiré d'un référendum, ni le peuple burkinabé. Exemple de décision, par exemple. Mais le fait même de sortir de la CEDEAO, c'est une décision mais qui est hautement... Mais c'est grave. Parce que tu ne demandes ni, comment on appelle ça, l'autorisation de ton peuple, ni les Burkinabés, ni les gens du Niger, ni ceux du Mali n'ont demandé rien à personne. Est-ce que vous savez que dernièrement, il y a le représentant des ressortissants du Niger qui a envoyé un courrier à son président pour qu'il puisse prendre en compte le fait qu'il faut qu'il pense aux gens de la diaspora qui ne vivent pas au Niger. Combien de Maliens nous avons en Côte d'Ivoire? Combien de Burkinabés nous avons en Côte d'Ivoire? Donc quand toute cette diaspora est hors du pays et que vous prenez des décisions sans penser à eux, pourtant on sait que les trois pays, à eux trois, ils vivent généralement, la majorité de leur richesse, c'est la diaspora qui finance pratiquement le pays. Donc il faut faire attention à ça. Ça, c'est le premier point. Oui, Daouda, question pour vous. Est-ce que dans ces pays-là, justement, on n'a pas eu de manifestations qui disaient, peut-être que, excusez ma candeur, non, je vous excuse votre candeur, ne vous inquiétez pas, allez-y. N'a-t-on pas eu dans ces pays-là des organisations de société civile, des organisations qui ont dit « allez-y, nous sommes en accord avec vous ». On se rappelle que dans un pays, on a même dit que vous ne serez plus appelé président de transition, vous êtes le président de la République, avec 5 ans de plus. Est-ce que, justement, il n'avance pas avec la caution, qu'on le veuille ou non, du peuple qui reste quand même silencieux ou pas sur certaines questions? Daouda réagit. Donc quand je vois votre façon même de porter le sujet, je vois que vous portez beaucoup de gants pour en parler. Je comprends justement votre candeur. Le peuple, l'émanation du peuple, la voix du peuple ne se traduit qu'au travers d'un référendum. Et dès l'instant que tu n'as pas fait cela, le pays dont tu parlais, on parle du Burkina ici. Le Burkina où on réunit des gens, il devait faire pratiquement 48 heures. En moins de 12 heures du temps, des décisions sont sorties avec des jeunes chauffés à blanc dehors en train de clamer IB. Arrivé à un certain moment, même moi, acteur de la société civile dans cette même salle-là, mais je ne donnerai même pas 5 ans à Ibrahim, je donnerai peut-être 40 ans à Ibrahim Traoré, parce que j'ai la pression d'un peuple chauffé à blanc. Donc le peuple, les gens aiment utiliser le peuple, comment on appelle ça, de façon laconique, de façon galvaudée. Parce que qui dit que tout le monde est d'accord avec Ibrahim Traoré? Est-ce que c'est tout le peuple qui est d'accord avec Assimi Goïta? Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ou Assimi Goïta ou Tchani ne font pas partie du peuple. Si c'est le peuple, il fallait voter pour avoir leur décision. C'est ça le plus important. Donc, tant qu'on n'a pas de référendum. Tant qu'on n'a pas de référendum, parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question. Supposons que demain, comment on appelle ça, il y a un pouvoir civil, après des élections qui viennent au pouvoir. Est-ce qu'ils vont revenir sur cette décision-là? Vont-ils revenir? Vont-ils continuer avec l'AES? C'est des questions qui se posent. Hein? Bien sûr. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent les décisions seuls de façon unilatérale, sans penser à leurs propres ressortissants. Et je pense qu'en tout état de cause, on va les laisser faire, on va voir. Parce que moi, je suis pour les présidents de la CEDEAO qui sont pour leur départ simplement. Pour qu'on puisse voir, comme en France, hein, alors, le RN arrive et puis on regarde... Vous dites que les États de l'AE, que la CEDEAO donc arrête d'aller à la médiation pour qu'ils reviennent. Non, s'ils ne veulent pas, en fait, on ne peut pas faire, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Très bien. Barry. On parle de... Moi, je suis d'accord que la CEDEAO est critiquable sur beaucoup de dossiers. Par exemple? Je suis d'accord. Sur la gestion, effectivement, des coups d'État et autres. C'est des critiques qu'on peut mettre. On peut les entendre. Mais quand on parle de la CEDEAO, on ne parle pas d'un État. Toutes les organisations réunissant plusieurs États, ce sont d'abord les États en question, pris individuellement et collectivement, qui prennent les décisions. Donc, et puis là, quand on parle de démocratie, j'entends, mais la démocratie date de quand au niveau de notre sous-région? Jusqu'au début des années 90, on n'avait que des pouvoirs autoritaires.
Donc la démocratie, elle date de 90. C'est un exercice que nous débutons, je ne dirais pas à peine, mais 30 ans dans la vie d'un État, c'est quand même relativement petit. Non, il faut qu'on le rappelle pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'on parle de démocratie, oui, les élections, Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, mais les droits de l'homme dont il parle, allez demander à Guy Hervé Cam où il est. Allez demander à tous ces journalistes aujourd'hui qui ont quitté ces pays-là, juste parce qu'ils ont une plume critique vis-à-vis de ces régimes. Donc, en réalité, l'objectif des critiques de la CEDEAO, c'est qu'ils veulent nous faire croire que la CEDEAO critique seulement les coups d'État. Mais non, la charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, là, elle part d'une mue. Et elle date du début des années 90. Et c'était l'ensemble des 15 pays membres qui avaient pris ces initiatives-là. Mais pour que l'organisation soit efficace, il faut que tout le monde croie aux mêmes valeurs. S'il y en a qui pensent que j'ai un DCA ou bien j'ai une mitrailleuse, je confisque le pouvoir et je ne veux pas qu'on me critique parce que pour moi, l'autre aurait fait X mandats, c'est des trucs qui ne tiennent pas. Oui, l'ONU, je vais vous prendre un exemple. L'ONU, aujourd'hui, est confrontée aux mêmes critiques que la CEDEAO. Parce que les 5 membres du Conseil de sécurité font ce qu'ils veulent. Les États-Unis, la plus vieille démocratie parmi les 5 grandes puissances. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des intellectuels, des politologues qui se lèvent pour dire que le système américain doit être revu parce que la politique des grands électeurs ne répond plus aux ambitions et aux réalités que vivent les Américains. C'est pour vous dire que la démocratie, c'est un exercice au quotidien qu'on pratique et qu'on améliore. Au niveau de la CEDEAO, c'est ça mon point. Mais justement, avec Élisée, justement. Élisée Boloube, pensez-vous concrètement, on a dit, et Arnaud l'a porté bien, elle a porté si bien ce point. Le point, ce qui est reproché à la CEDEAO, c'est certaines réactions qui seraient à géométrie variable, certaines ingérences tolérées donc par certains États en Afrique de l'Ouest, par exemple. Aujourd'hui, la question, le verre est dans le fruit. Où le verre est tiré, il faut le boire. Ces États-là vous disent, nous ne revenons pas. Vous vous dites en CEDEAO, vous revenez, il vous reste 1 an selon nos textes. Finalement, à quoi va-t-on assister? Sont-ils prêts à revenir? Qu'est-ce qui ferait même revenir ces États-là au niveau de la CEDEAO? Moi, sur cette question, je voudrais continuer à rester optimiste. Moi, je pense que rien n'est figé dans du marbre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que les ressentiments ont pris plus le dessus sur la raison. Moi, honnêtement, je pense que les ressentiments ont pris le dessus sur la raison. Mais je suis convaincu qu'avec le temps, la raison reprendra place et les uns et les autres comprendront qu'ils ont poussé le bouchon là où il ne fallait pas. Abandonner l'AES et revenir. Mais oui, moi, c'est vraiment la raison, en fait. Pour moi, c'est d'abandonner ce projet de AES, revenir à la CEDEAO. C'est vraiment ça qui est là, pour moi, la raison. Maintenant, vous avez posé une question. Moi, je vais être honnête avec vous. La CEDEAO est une organisation perfectible. Elle n'est pas parfaite. Et je ne pense même pas que dans ce monde, il existe une organisation qui soit parfaite. Ça n'existe nulle part. Mais vous savez, Christelle, quand on est confronté à une situation, devant 2 mots, qu'est-ce qu'on choisit? Le moindre mal, généralement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état des choses, dans la configuration actuelle qu'on a, la CEDEAO, pour moi, paraît être le moindre mal, en réalité, comparé à l'AES. Mais vous et moi, on est Abidjan ici. On utilise l'électricité 24 heures sur 24. On circule comme on veut, on est tranquille. Mais regardez aujourd'hui dans ces pays-là, la crise énergétique, c'est une réalité. Ces pays-là traversent des situations véritablement difficiles. Pourquoi? Parce que justement, elles ont décidé de faire prévaloir les ressentiments qu'ils ont. Donc, ce qui fait que du coup, certaines alliances ou certaines coopérations qui existaient ont été rompues. Et on voit aujourd'hui le résultat. Le résultat, là, les populations le vivent au quotidien. Je l'ai expliqué toujours ici. Je dis, moi, j'estime qu'on ne peut pas prendre un pouvoir. On ne peut pas prendre une chose, comment on appelle ça, les rênes d'un État, si on n'est pas mu par cette volonté-là de donner un bien-être à nos populations. Si le fait que je sois aux affaires doit amener ma population à souffrir, à ne même pas avoir le minimum, mais je quitte là. Et je cède la place à quelqu'un qui soit en mesure de permettre que mon État puisse permettre quand même à la population d'avoir un mieux-être. Je pense qu'on n'a pas encore franchi le Rubicon. Et on termine. Oui, je finis par ça. On n'a pas encore franchi le Rubicon. Pour moi, il n'est pas encore tard. Il y a cette possibilité-là de faire la paix des braves, vraiment d'avoir de la hauteur et puis se dire à un moment donné, c'est vrai qu'on, de part et d'autre, on n'a pas été à la hauteur, mais nos dévanciers, Félix Houphouët-Boigny, comment on appelle ça? Modibo Keïta, Manu Diori, toutes ces personnes-là nous ont montré la voie. Et ils ont réussi à avoir des résultats tant qu'ils étaient ensemble. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse briser tout ce qu'ils ont bâti et nous permettre d'avoir cet État aujourd'hui. Arnaud, on termine avec vous. La paix des braves est-elle possible entre l'AES et la CEDEAO?
Oui, c'est encore possible. C'est même une nécessité parce qu'on ne peut pas être dans une sous-région où on a ces différentes organisations. En revanche, deux éléments très rapidement sur lesquels je vais réagir, c'est le fait de ne pas consulter le peuple dont a parlé Daouda. J'entends bien et il a totalement raison parce qu'ils substituent à la volonté populaire leur propre volonté. Mais on peut reprocher la même chose aux États dits démocratiques, à nous, les autres États de la CEDEAO. Quand je prends le projet de l'ECO, combien de personnes ont été consultées pour l'ECO? L'Assemblée nationale a-t-elle été mise à contribution? Le peuple, les intellectuels, etc. Non, donc même les États démocratiques en font. Il n'est pas encore exécuté, mais la réflexion, c'est une monnaie. On aurait dû apporter un référendum, le projet. Tout à fait. On aurait dû en tout cas avoir la participation du peuple. Et deuxièmement, je suis un peu gêné quand on dit que la démocratie date finalement de 90, peut-être occidentale, telle qu'on la connaît. Mais quand vous prenez l'achat du Mandé, par exemple, qui date du 12-13e siècle, exactement, vous vous rendez compte que les principes de respect de la vie, de participation des femmes aux affaires publiques existaient depuis longtemps. Donc, qui sont des principes démocratiques qui ne sont pas étrangers à l'Afrique. Maintenant, après, la configuration et le terme même démocratie a émergé beaucoup plus tard avec la création de nos États et notamment le vent de l'Est qui a soufflé dans les années 90. Très bien. Au moins, bon, sur ce plateau, on a Daouda qui dit « Souhaitez leur bon vent ». Et que tout se passe bien. Élisée, Arnaud, et je pense Barry aussi, croient que la paix des braves est possible, que voilà, on peut retrouver ces trois États-là, revenir à la table de discussion avec la CEDEAO. Dans tous les cas, c'est que ce week-end, et par la grâce de Dieu, on sera là la semaine prochaine. Le lundi, et on va examiner, regarder les deux, donc on va dire les deux résolutions. Les deux résolutions. C'est deux sommets importants pour des deux blocs, voilà, pour notre sous-région. Alors, on va fermer le chapitre AES-CEDEAO pour ouvrir un autre chapitre intéressant. On revient en Côte d'Ivoire. On parle avec Sandra Senou. Sandra Senou, c'est une auteure. Elle est consultante handicap. Et son point de vue, c'est donc changer le regard sur les enfants en situation de handicap avec une merveilleuse œuvre. Bonsoir Sandra, merci d'être avec nous. Alors, ça vient d'où cette passion pour les enfants handicapés et jusqu'à ce que vous puissiez écrire même cette œuvre-là pour faciliter le regard et l'acceptation des autres? Bonsoir. Alors, je suis maman d'un enfant en situation de handicap. J'ai 3 enfants. Mon fils aîné, Alexandre, est en situation de handicap. Très bien. Ayant grandi, et quel type d'handicap? Il a un handicap moteur. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas utiliser ses mains. C'est une infirmité motrice cérébrale suite à une extrême prématurité. Et donc, ce sont les séquelles de son extrême prématurité. Et je me suis rapidement projetée en Afrique parce que je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Et dans quel pays principalement? Parce qu'on parle souvent de l'Afrique, mais c'est quel pays? Exactement. Je suis née au Congo et j'ai grandi au Gabon. C'est pour ça que je dis l'Afrique, ça fait déjà 2 pays. C'est ça. Et je suis mariée à un Béninois, donc je suis vraiment... C'est vraiment le tout. Et donc, je sais comment les personnes en situation de handicap sont traitées, sont vues. Et je me suis dit, mais si mon fils était né au Gabon, au Congo ou ailleurs en Afrique, comment cela se serait passé? Il est hors de question que... Il est né où, lui? Il est né en France. Et comment ça se passe, justement? Quel est le regard de l'autre sur lui? En France, on a toujours des regards. Hein. C'est pareil partout. On a des regards, les gens qui regardent avec insistance, qui ne comprennent pas. Surtout que là, comme on voit, mon fils, il a un fauteuil qui est très imposant. Il conduit avec le montant parce qu'il ne peut pas utiliser ses mains. Et c'est souvent très imposant pour les gens. Donc, il y a toujours des regards de questionnement ou de gêne ou... dans tous les cas, les gens, ils ont du mal avec. Et c'est encore pire en Afrique, où cet enfant, peut-être, il ne se promènerait pas dans la rue comme ça. Est-ce qu'on le cacherait quelque part? Nous, on a la chance, bon, il sort, il a sa vie, il va à l'école, etc. Et donc, partant de ce constat, je me suis dit, bon, j'ai un peu d'énergie, essayons de voir comment les autres parents s'en sortent et de les aider surtout à changer de regard sur le handicap, à accepter leur enfant en situation de handicap, plutôt que de les mettre de côté, parce que lorsqu'on leur donne de l'amour, du temps, de la patience et les moyens nécessaires, hein, c'est ça surtout, ces enfants sont capables de faire beaucoup de choses. Daouda, réaction? Moi, je vous félicite pour cela, parce que ça m'a véritablement touché. Voilà. Parce que je ne dirais pas que je suis handicapé, mais quand le regard insistant, je sais de quoi on parle. Voilà. Mais vous, personnellement, en tant que maman, lorsque vous accouchez, que vous constatez que votre enfant est handicapé, comment est-ce que vous vous sentez personnellement?
C'est quelque chose de difficile parce que personne n'est préparé à une maternité de telle sorte, de cette sorte. Lorsqu'on attend un enfant, d'ailleurs, on a des projets pour cet enfant. Hein. Oui, on imagine tellement de choses. En fait, ouais. Exactement. Et personne ne s'attend à avoir un enfant en situation de handicap. Je dis bien personne au monde. Et c'est difficile. C'est un cheminement qui est assez difficile d'accepter le handicap de son enfant. Mais c'est nécessaire si on veut que cet enfant puisse avoir un avenir demain, si on veut l'accompagner en fonction de ses capacités. C'est ça. Or, lorsqu'on renie cet état de choses, ben, on offre moins de chance à notre enfant aussi. Très bien. De Paris ? Écoutez, je n'ai pas de questions. Je veux juste vous féliciter parce que moi, je suis d'une famille où ma sœur est née, qui me suit directement à un handicap. Et un handicap qu'elle a contracté autour de 7 et 8 ans. Donc, je sais un peu ce que c'est. Mais j'avoue qu'avec l'amour des parents, au début, c'était compliqué, surtout quand elle était à l'école primaire, parce que souvent, quand elle avait de mauvaises notes, elle mettait ça directement, le regard des gens sur son handicap, c'est parce qu'elle est handicapée et qu'elle n'avait pas de bonnes notes. Donc, je sais un peu, j'imagine, c'est vrai que je ne suis pas encore papa, mais c'est ma sœur, je l'aime beaucoup. Et je profite pour lui faire un coucou, même si je sais qu'elle est au Fouta Diallo, elle ne pourra pas voir. Donc, c'est juste pour apporter cette contribution. Ce n'est pas facile psychologiquement et surtout moralement pour une maman. J'imagine le jeune homme, c'est un brave. Parce que ça, c'est en Afrique, ici, je pense qu'il aurait énormément souffert. Ouais. Et voilà. Donc, justement, c'est ça. Mes encouragements à vous. L'environnement autour de l'enfant. Au-delà de la famille, l'environnement, avoir les moyens nécessaires parce que ce fauteuil-là, il coûte 15 000 €. 15 000 €. Déjà, donc, ça fait 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Est-ce qu'une famille normale pouvait s'offrir cela? Je ne sais pas. Élisée, on va terminer avec vous. Oui, moi je voudrais juste vous demander comment est-ce qu'on arrive à changer le regard que les gens ont sur les enfants en situation de handicap, sur les personnes en situation de handicap en général, mais sur les enfants en particulier, quand on sait que très souvent, nos regards dans nos sociétés africaines sont biaisés un peu par nos cultures. C'est ça. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est un combat qui est difficile, mais j'ai bon espoir que par la sensibilisation, par la formation, l'information, répéter, montrer que vraiment, en donnant des moyens, c'est-à-dire que le pouvoir public puisse donner des moyens à ces familles de s'occuper de cet enfant, de pouvoir avoir un fauteuil, si c'est un fauteuil, d'avoir du matériel nécessaire, parce que ça coûte hyper cher. Si ces enfants ont toutes ces possibilités, qu'on puisse leur offrir des places à l'école, etc., on peut faire beaucoup de choses avec ces enfants, en montrant que avec ces moyens, on arrive à faire des choses avec ses enfants, ça change le regard déjà. Moi, mon fils, il est en 5e, il est en situation de handicap, mais il est très intelligent. Et si on l'avait mis de côté, il n'aurait pas eu ce parcours. C'est clair. Donc, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour sensibiliser, pour que le regard change autour du handicap. Et justement, vous avez fait cette belle œuvre-là pour sensibiliser. Les messages, c'est vraiment faire en sorte que les personnes puissent accepter. On a vu des mots comme aimer, rassurer et surtout, je pense aussi fermer les oreilles aux critiques parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu votre histoire et qui se moquent de votre physique ou de quelque chose. Je pense qu'il faut dépasser. Et comment est-ce qu'on peut obtenir cette œuvre-là? Où est-ce qu'on peut la voir en ce moment en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il est disponible à la Librairie de France. Et dimanche, nous organisons une séance de dédicace à la Librairie de France. Le dimanche 7. Le dimanche 7 juillet, Sokosé. Et donc, si les gens veulent échanger aussi sur le sujet, ils sont les bienvenus. À quelle heure? De 11h à 15h. Très bien. De 11h à 15h. Les parents qui peut-être font face à cela, qui ne savent pas à qui parler, sont invités à venir échanger avec vous. Et aussi acheter cette œuvre. Acheter ce livre. Voilà. Et ils peuvent aussi venir demain, nous organisons une conférence autour du handicap avec les associations locales pour parler de ce qui existe ici et des perspectives qu'on peut avoir demain. C'est où? C'est à l'hôtel Azalaï. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup Sandra Senou. Vous êtes auteure, consultante handicap. Et votre point, et justement avec cette œuvre-là, les aventures d'Alexandre permettent justement de changer le regard sur les enfants en situation de handicap. Merci infiniment. Et bravo, en tant que maman, bravo. Merci à vous. On se retrouve juste après, à tout de suite.
Nous ouvrons cette seconde partie de ce temps d'antenne avec une note noire. Le monde de la presse en Côte d'Ivoire est en deuil. Monsieur Eugène Kadé nous a quittés, un homme de devoir, un homme qui travaillait bien pour la presse en Côte d'Ivoire. Tout le monde l'appréciait à cause de ses valeurs intrinsèques. Élise, est-ce qu'on peut avoir un mot en mémoire de ce grand homme de presse? Oui, Eugène Kadé, c'est un ancien de Fraternité Matin. Il était le promoteur du journal Retraite Active qu'il animait. C'était quelqu'un dans le milieu qu'on appelle généralement des gens sans histoire. Vraiment qui passait de façon discrète, qui était toujours avenant, prêt pour tout le monde. Vraiment quelqu'un qui était toujours prêt à apporter un soutien, à apporter un réconfort. C'est une grande perte, franchement une très grande perte pour la presse ivoirienne. Il était également aussi l'un des administrateurs au niveau de la MS Média. La MS Média, c'est la mutuelle des journalistes de Côte d'Ivoire, la mutuelle de santé des journalistes de Côte d'Ivoire. Et il était également aussi le président de la mutuelle de développement de Mama, le village du président Laurent Gbagbo. Il était le président de la mutuelle des cadres de ce village-là. Vraiment quelqu'un qui était... C'était un amour d'homme, comme on le dit. C'est quelqu'un qu'on perd, c'est un grand monsieur que la presse perd. Et nous voulons vraiment dire sincères condoléances à toute sa famille biologique, mais également sa famille professionnelle et tous les acteurs des médias. En tout cas, Yako à la grande famille Kadé, Yako à la grande famille de la presse en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on finit donc d'honorer la mémoire de ce grand homme, nous revenons à ce qui s'est passé donc ce week-end dernier. C'était la finale de la grande dictée. On a reçu ici donc l'initiatrice de ce projet, Isabelle Kassi-Fofana, qui a parlé de ce concours, de cette finale. Et bien justement, quand on parle de finale, on parle également de vainqueur. Et le vainqueur est là ce soir, sur notre plateau. Il s'agit de M. Kofi Kakou Francis. Il gagne donc 1 million de francs CFA avec ce trophée. Mais il a fait deux fautes à cette dictée. Quelles sont ces fautes-là que vous avez eu à faire? Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle. Avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier l'association Aquabaculture, qui est la structure organisatrice du grand concours, qui est la grande dictée. Pour revenir à votre question, j'ai eu à faire deux fautes, et les deux fautes portaient sur le mot « sans souci », qui s'écrit avec un tiret. Donc le mot « sans souci » a un tiret au milieu. Bien sûr. Très bien. Et vous avez mis « S à souci ». Oui. D'accord. Et le second mot, c'était? La mature. La mature. Avec un accent circonflexe sur le A. Ce que je n'ai pas mis. Je n'ai pas mis cet accent circonflexe sur le A, donc ça a constitué une autre faute. Alors la mature, comme on expliquait hors antenne, vous avez dit, c'est le mât qui porte le drapeau. Et l'ensemble des mâts qui portent donc les drapeaux, on les appelle la mature. Et la mature, il y a un accent circonflexe. Et vous l'avez écrit comment? Je l'ai écrit sans l'accent circonflexe. L apostrophe ou non. L-A-M-A-T-U-R-E. Comme vous l'entendez. Tout simplement. Tout simplement. Alors, si vous aviez un mot à dire justement pour encourager les populations à participer à ce concours, que diriez-vous? Déjà, je dirais que la dictée, c'est un exercice qui permet d'enrichir son propre vocabulaire et de maîtriser les règles grammaticales, orthographiques et les règles de conjugaison. Donc déjà, même sans participer à un concours, en apprenant ces règles-là, je pense qu'on arrive à mieux s'exprimer et on arrive à être un meilleur rédacteur. Donc, vu les montants qui sont mis en œuvre au cours de la compétition, j'aimerais inviter toutes les catégories sociales. Pas seulement pour le montant, on peut venir aussi pour l'amour des mots français. Bien évidemment pour l'amour. Bien évidemment, et pour tout amateur de lecture, je pense que ce concours est une belle lucarne pour s'exprimer et tester ses compétences en termes d'orthographe, en termes de grammaire, en termes de vocabulaire. Vous êtes énarque de la 58e promotion, la promotion du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est bien le cas, Christelle. Très bien. Alors, ça sera quand la remise officielle des prix avec tous ces livres et ces lots que vous allez recevoir? La remise officielle des différents lots est prévue pour la semaine à venir. Le jour n'a pas encore été décidé, mais la semaine à venir, c'est sûr que les lots seront remis. On peut regarder, enfin présenter bien le trophée à la caméra pour qu'on puisse voir un peu que vous avez bien gagné ce concours-là. Vainqueur de la grande dictée, la finale c'était la semaine dernière. Et grande dictée, donc c'est organisé par l'association Aquabaculture, sponsorisée par Souno Assurance. Et donc remerciement aux différents partenaires qui ont aidé à la réalisation de cette grande activité littéraire. Merci d'être venu. Merci, Christelle.
Les journées de la fonction publique en Côte d'Ivoire, c'est avec ce sujet-là que nous allons terminer ce temps d'antenne. Journées qui ont démarré donc le lundi 24 juin 2024 pour se terminer le jeudi 27 juin 2024. Pour nous en parler, pour en savoir davantage, les résolutions, pourquoi même ces journées? Qu'est-ce que la fonction publique ou les fonctionnaires ivoiriens gagnent au travers de ces journées? Nous en parlons maintenant avec le directeur général de la fonction publique. Il s'agit de M. Soro Yinagafol, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pour la fin de ce temps d'antenne. Monsieur le directeur général, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir madame, merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est notre plaisir. Les 4e journée de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Mais avant, forcément, faisons un peu d'histoire. Pourquoi ces journées-là ont-elles été initiées? Bien, merci beaucoup, madame, de donner l'occasion au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, de parler de ces journées de la fonction publique. Votre question, c'est l'historique des journées. Quelques mots, voilà. Oui, ce sera très rapide. C'est une volonté des Nations Unies, l'ONU, qui, au travers d'une résolution de l'Assemblée générale, a décidé de faire du 23 juin une journée dédiée au service public, une journée dédiée aux animateurs du service public. C'est ça. Parce que les Nations Unies se sont rendues compte que toutes les actions de développement étaient sous-tendues, portées par des administrations, et les animateurs de ces administrations sont les fonctionnaires. Il fallait donc leur dédier une journée, leur rendre hommage. Voici l'histoire des journées de la fonction publique telle que voulue par l'ONU et célébrée en Côte d'Ivoire dans le format que nous connaissons depuis 2021 à l'avènement de Mme Anne Désiré Loto à la tête de ce département ministériel. Daouda? Vous êtes à la 4e édition, monsieur le directeur. C'est cela. Et quelle a été la particularité de cette 4e édition quand comparée aux 3 dernières éditions? Disons que nous montons chaque fois en puissance. Ce que je vous l'ai dit, depuis 2002 que l'Organisation des Nations Unies a décidé du 23 juin comme journée, la Côte d'Ivoire ne la célébrait pas. Et c'est seulement en 2021, lorsque Mme Anne Désiré Loto est devenue ministre de la fonction publique, qu'elle a décidé de marquer le coup. Et donc l'édition 2021-2022 s'est fait, on va dire, à minima. C'était les premiers pas. Et à partir de 2023, on est monté en puissance en termes d'organisation, en termes d'implication de l'intérieur du pays, parce que ça se faisait seulement à Abidjan. Quoi, par exemple? Alors, c'est des conférences, c'est des panels, et c'est des rencontres récréatives, sportives, mais scientifiques, autour des thèmes. Chaque année, les journées de la fonction publique s'organisent autour d'un thème. C'est cela. Et pour cette année 2024, la particularité, c'est qu'on l'a déroulé sur 10 régions. C'est-à-dire, en plus d'Abidjan, il y a 10 régions de l'intérieur du pays qui ont été également concernées et qui ont pu animer des panels, des conférences autour du thème de la performance du service public dans un contexte de transformation de notre administration. Donc voici un peu comment ça s'est passé. En termes donc de spécificité de l'année 2024, c'est vraiment la montée en puissance par rapport à ce qui s'est fait en 2023 et en 2022-2021. Arnaud? Merci et félicitations pour l'organisation de ces journées. Ce que je voulais savoir, est-ce que les usagers des services publics sont invités à ces journées? Étaient invités plutôt à cette journée, parce que c'est quand même eux qui peuvent jauger de l'efficacité de la fonction publique. Tout à fait. C'est même une cible, l'une des cibles. Il y a la cible fonctionnaire, c'est-à-dire ceux qui sont des animateurs, mais il y a la cible usager-client du service public. Donc c'est vraiment, ils sont invités, et c'est pour cela que au cours de ces journées, nous avons ce que Mme le ministre d'État a appelé les stands et ateliers cliniques, qui sont des moments, si vous voulez, c'est des sortes de journées ou portes ouvertes pour toute l'administration. Donc pour cette édition 2024, il y a eu 82 stands où toutes les administrations de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tous les ministères de Côte d'Ivoire ont eu à exposer ce qu'ils font. Et c'était au Palais de la Culture, donc dans un lieu public ouvert et qui était accessible. On a eu près de 7000 visiteurs pour ces stands. Oui, ça a été vraiment un vrai succès pour montrer ce que l'administration fait, pour se faire comprendre aussi par les usagers. C'est souvent lorsqu'il y a un déficit de communication, les usagers ont tendance à nourrir des clichés vis-à-vis de nos services publics. Donc c'est une occasion de casser ces barrières et de dire à nos concitoyens que nous sommes là pour eux. Le service public est là pour les citoyens et ne saurait être un outil de brimade du citoyen. Donc vraiment, c'est l'un des esprits, des objectifs de ces journées de la fonction publique. Élisée?
Monsieur le directeur général, on est bien intéressé de savoir quel est réellement l'impact de ces journées-là après 4 éditions. Est-ce que ce ne serait pas bien à votre niveau de nous faire un bilan succinct, déjà à partir de l'édition actuelle, mais éventuellement de ce qui s'est passé? Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes en train de monter en puissance, mais en termes de chiffres, effectivement, cette année, l'impact était plus grand que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Par exemple, en termes de personnes touchées via les canaux digitaux et les réseaux sociaux, on a plus de 400 000 personnes qui ont été touchées. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment en ligne. Quand vous dites touchées, c'est des personnes qui ont posé des questions. Qui ont interagi, qui ont pu se connecter, qui ont pu suivre les directs, parce que les panels et les conférences étaient retransmises en direct sur notre page Facebook, par le canal donc, de notre direction de la communication. Et donc, les gens se connectaient et partageaient, relayaient le direct, etc. Donc, il y a eu ça. À côté, il y a eu les participations en présentiel. Comme je l'ai dit, la conférence inaugurale, il y a eu une conférence inaugurale qui a été prononcée par le ministre des Finances et du Budget et qui s'est faite devant 600 personnes en présentiel dans la salle de la salle Kodjo et Bouclé, du Palais de la Culture. On a eu les 4 panels qui ont réuni au total 2400 personnes, les panels. On a eu des séances de décoration. Il ne faut pas le passer sous silence. Ce sont des occasions de décoration, de reconnaissance du mérite des meilleurs fonctionnaires dans leur département ministériel. Et ça a concerné 918 personnes qui ont été décorées. Et puis, des familles et connaissances, au nombre de 3000 personnes ont pu participer effectivement à ces séances de décoration. Sans oublier, à l'intérieur du pays, je vous l'ai dit, dans les 10 régions de l'intérieur du pays, c'est près de 7000 personnes qui ont participé aux activités en région. Donc vraiment, il y a de plus en plus d'engouement parce que c'est la 4e édition et les gens commencent à intégrer l'existence de ces journées autour du 23 juin de chaque année. Voilà. Barry ? Monsieur le directeur général, l'une des actualités du ministère de la fonction publique concerne l'opération de recensement des fonctionnaires, l'opération biométrique. Quels sont les objectifs de cette opération? Alors, merci pour l'occasion que vous me donnez, à côté des JFP, d'aborder ce projet important pour le ministère en charge de la fonction publique, c'est le recensement biométrique des fonctionnaires. Ça a été mieux expliqué lors des différents, avec les stands et tout que vous avez, je crois. Oui, il y avait, eu des visites, effectivement, il y avait même de l'enrôlement, il y avait un guichet d'enrôlement là. Je voudrais déjà m'excuser au nom de Madame le ministre d'État, Anne Désiré Oloto, auprès des fonctionnaires, parce que l'opération a démarré hier, mais il y a eu quelques soucis logistiques sur les sites d'enrôlement. Lesquels? C'est l'engorgement des sites. Voilà, ce qui a créé quelques désagréments, aussi bien pour les fonctionnaires qui venaient là que pour les équipes qui étaient déployées pour l'enrôlement. Et maintenant, le ministre d'État nous a donné des instructions. Il y a un nouveau mode opératoire qui va être mis en place à partir de lundi et qui va permettre de fluidifier l'accès au site. Voilà. Cela dit, pour répondre à votre question, l'objectif de ce recensement biométrique, c'est de venir sécuriser et fiabiliser notre fichier que nous avons. Parce qu'il faut le dire, nous avons un fichier de tous les fonctionnaires, mais qui est aujourd'hui un fichier numérique, mais pas biométrique. Donc, il n'est pas forcément exempt de problèmes de doublons, de problèmes de falsification des données. Et donc, comme la biométrie apparaît comme, aujourd'hui en tout cas, le seul élément technique qui est propre à chaque individu, le ministère a donc décidé, en collaboration avec l'Office national de l'état civil et de l'identification, le NECI, de passer à la biométrie, c'est-à-dire d'ajouter nos données biométriques à nos données électroniques qui sont déjà dans le système. Donc voici l'objectif, c'est pour sécuriser et fiabiliser notre base de données, pour en faire une base de données non falsifiable, une base de données non utilisable à des fins frauduleuses. Voilà, c'est l'objectif. Pour revenir donc aux journées que vous avez eues à organiser brillamment, parce que j'y étais, on a vu un peu le professionnalisme et vraiment tout ce qui a été fait au niveau des femmes. Oui. Au niveau des femmes, il y a eu un panel. Une table ronde, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Pourquoi cette initiative? Encore une fois, il faut saluer le leadership de Madame le ministre d'État, qui, alors que nous, en tant que comité d'organisation, on avait arrêté le programme, les panels, elle a dit non, je voudrais une tribune. Donc vous n'avez pas pensé initialement? Initialement. Il a fallu que Madame la ministre d'État intervienne. Parce qu'on avait les 4 panels autour de la thématique centrale, mais elle a dit non, je voudrais qu'on ait un Zoom spécial
sur les femmes, leur rôle dans la performance de l'administration. Et c'est comme ça que la table ronde des femmes est née. Et au moment du bilan, on se rend compte que ça a été l'instance qui a récolté le plus de satisfaction, hein, des propos qui nous sont revenus des participants et des participantes. On s'est rendu compte que cette table ronde a vraiment battu le record de participation, mais le record de satisfaction en termes de contenu, en termes de mode et de partage d'expérience que chacune des intervenantes a pu faire. Donc vraiment, ça a été une grande satisfaction et je sais que certains ont dit qu'il fallait peut-être imaginer de reconduire cette expérience. Justement là, c'était un peu les retours justement de ces panels-là. Comment faire pour que la femme fonctionnaire en Côte d'Ivoire puisse avoir des canaux d'expression, partage d'expérience et aussi recevoir de celles qui sont parties avant elles, qui ont impacté quand même l'administration ivoirienne. C'est ça. En tout cas, c'est une préoccupation de Mme la ministre d'État, hein, parce qu'on le sait, travailler, c'est déjà un métier, mais être femme, c'est un autre métier. Bon. Donc, concilier... Vous avez tout dit. Non, c'est une réalité, surtout en Afrique, où souvent la place de la femme n'a pas toujours été reconnue à sa juste valeur. Donc, c'est normal qu'on leur donne cette occasion de partager et de faire naître des vocations auprès des femmes et pour montrer aux femmes qu'elles peuvent. Et c'était ça le but de l'exercice, de montrer des exemples de réussite. Bien qu'étant femmes, elles ont pu surmonter toutes les contingences culturelles, etc. et pour donner des réponses à leur poste de travail, donner satisfaction à leur hiérarchie. Et aujourd'hui, on a beaucoup de femmes, ministres, présidents d'institutions, directeurs de cabinet, DG, il y en a. Et donc, c'est donc possible d'être à la fois femme et fonctionnaire efficace à son poste de travail. Alors, permettez que j'en appuie un peu sur le point des femmes, hein, souffrez, hein, monsieur. On comprend. On te le concède. On a une légère idée de pourquoi. Alors, ce qui, moi, m'a touchée, parce que j'ai assisté, j'étais à ce panel des femmes, tout à fait. Ce qui m'a touchée, c'est d'avoir des femmes qui ont réussi, mais qui n'ont pas réussi toutes seules. Elles ont réussi avec l'appui de leurs époux, de leurs conjoints. Et c'est cela qui a, je pense, attiré et qui a susciter l'intérêt dans la salle, parce qu'on demandait, par exemple, au professeur Didi, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des plateformes où on échange pour que ces femmes-là nous montrent un peu le secret de comment leurs hommes les accompagnent pour réussir. Parce qu'une femme au sommet, très souvent, quand elle est mal accompagnée, elle peut se retrouver sur le chemin du leadership à un moment donné toute seule, parce qu'ils ne comprendraient pas qu'à 22 h, elle soit encore dans les dossiers, alors qu'il attendra à la maison. Bon, c'est des pistes de réflexion et je voudrais vraiment dire bravo à Madame la ministre d'État. Bravo pour avoir pensé à institutionnaliser, donc à mettre cette table ronde-là pour les femmes. Les hommes n'y ont pas pensé, mais heureusement qu'elle était là et qu'elle a pensé aux femmes. fait sa chante. Non, mais il n'y a pas de souci. Madame la ministre d'État dit toujours jamais sans les hommes. Ah, c'est ça. Mais heureusement, vous avez accompagné le projet. Merci infiniment. Merci. Non, mais je pense qu'il faut rassurer Christelle. Hein, je pense que les hommes même viendront, sans même que vous les ayez invités. Au lieu que les femmes même disent comment elles ont été accompagnées, les hommes vous diront comment ils ont accompagné les femmes. Ça va permettre d'aller un peu plus vite. Bon, pour revenir au JF, Madame la ministre Anne Ouloto, dans son discours de conclusion, a invité les fonctionnaires à s'approprier les conclusions de ces JFP4. Donc, est-ce qu'il est possible qu'on ait quelques éléments, vraiment des conclusions de ces JFP4-là, qui vraiment contribuent à dynamiser notre administration aujourd'hui? En tout cas, merci. Effectivement, et on aura l'occasion d'éditer les actes et de les diffuser pour que, effectivement, les fonctionnaires sachent la quintessence des réflexions qui ont eu lieu au cours de ces 4 jours. Donc, ce plateau ne suffira pas pour faire le bilan, mais ce qu'on peut retenir et souligner, c'est la nécessité de se réapproprier notre service public. Ça, c'est une Ça veut dire quoi, se réapproprier? Ça veut dire qu'il faut que le fonctionnaire, c'est-à-dire l'agent public qui est au service du citoyen, sache d'abord pourquoi il est fonctionnaire. Oui, c'est important. Il est fonctionnaire d'abord pour... C'est pas connu selon vous? Ah oui. Ça peut paraître effectivement élémentaire, mais souvent, le travailleur du service public, celui qu'on appelle le fonctionnaire, oublie souvent que sa mission première, c'est un sacerdoce, comme on dit, c'est un sacerdoce. Et on ne vient pas à la fonction publique, quand on le dit souvent, les gens trouvent que ça devient presque trivial, mais on ne vient pas à la fonction publique pour s'enrichir.
C'est une vocation. On vient pour servir. Il faut être appelé, on vient pour servir. Donc lorsqu'on ne sait pas approprier cette valeur cardinale du service public, on est souvent déboussolé. Complètement déviant. Et voilà, comme il le dit, on emprunte des comportements déviants parce qu'on n'a pas compris l'esprit du service public. Et c'est ça la première leçon à retenir de ces journées de la fonction publique. La transformation culturelle que Madame le ministre d'État appelle, c'est se réapproprier les missions du service public pour savoir qu'on est des travailleurs, mais des travailleurs particuliers, des travailleurs spéciaux qui sont le prolongement de l'action du gouvernement. Quelle que soit l'entreprise multinationale puissante, aucun travailleur de cette multinationale ne peut avoir pour mission de continuer l'action d'un gouvernement. C'est clair. Or, le service public, c'est ça. Le gouvernement initie les politiques publiques, les ministères passent à la mise en œuvre et ce sont les fonctionnaires, agents de l'État qui exécutent. Donc chaque soir, le fonctionnaire en rentrant doit avoir la satisfaction d'avoir participé à l'œuvre nationale portée par le président de la République. C'est une vision assez large. Exactement. Une vision pratiquement, on ne dirait pas irréaliste, elle est réaliste. Et justement, il y a des projets arrimés, des projets de formation à l'effet de faire en sorte que les fonctionnaires, agents de l'État puissent intégrer justement cette nouvelle vision et être des fonctionnaires nouveaux avec une Côte d'Ivoire nouvelle. Est-ce qu'on peut parler de ces projets-là? Voilà, vous avez touché. Le premier de ces projets, c'est la transformation du fonctionnaire, comme vous l'avez dit, le fonctionnaire nouveau. Le fonctionnaire nouveau, je le dis souvent à certaines tribunes, ce n'est pas une nouvelle personne qu'on va aller créer. C'est le fonctionnaire, mais il faut simplement qu'il se réapproprie les valeurs et les normes qui fondent le service public. Donc il y a cela. Mais il y a un accompagnement. Comme vous le dites, on ne demande pas un changement sans mettre en place tout un écosystème favorable qui permet ce changement. Et les journées de la fonction publique sont un outil pour permettre ce changement. Venir célébrer des personnes méritantes, venir célébrer la méritocratie, parce qu'il y a la décoration, etc. Venir permettre à des personnes de valeur de partager leurs expériences et leurs réussites participent de cette transformation. Évidemment, on a des outils. On a une direction générale de la transformation du service public. Ah, très bien. Oui, donc c'est dit que l'idée de transformer est tout un projet, tout un programme qui est déployé au travers d'une direction générale. On a le nouveau statut général de la fonction publique. C'est une nouvelle loi qui a été publiée, promulguée par le président de la République en novembre 2023 et donc qui est en train d'entrer en vigueur progressivement et qui fixe le cadre législatif dans lequel la carrière du fonctionnaire va se dérouler depuis son recrutement jusqu'à la retraite. Évidemment, il y a tous les aspects des droits qui ont été renforcés. Il y a la formation qui a été également portée comme un droit pour le fonctionnaire parce que l'administration s'est rendue compte qu'un fonctionnaire mal formé est un danger pour lui-même, mais un danger pour toute l'administration. Un fonctionnaire mal formé est un danger pour lui-même, mais pour toute l'administration. Un dernier mot, parce qu'il est 30, on a terminé malheureusement. Je voulais juste un petit truc sur la biométrie. Oui, mais là, on me fait signe qu'on a terminé, donc on ne pourra pas vous donner la parole sur la biométrie, malheureusement. Le temps, c'est plus que de l'or, on est persécuté par le temps. Mais un dernier mot, monsieur le directeur général, pour conclure. Oui, un appel à lancer peut-être. Oui, un appel à lancer, c'est encore d'abord remercier l'ensemble des fonctionnaires pour leur participation et les inviter à continuer à délivrer le service public de manière qualitative partout où ils sont, parce que demain, ils seront eux-mêmes des usagers du service public et ils auront des parents qui vont utiliser le service public. Ne jamais l'oublier. Merci infiniment, Monsieur Soro Nyinagafol. Vous êtes le directeur général de la fonction publique. Que retenir de la 4e édition des Journées de la fonction publique de Côte d'Ivoire? C'était notre thématique. Bon week-end à vous en disant merci aux équipes rédactionnelles, aux réalisateurs. Merci à Maï Arassis, aux techniciens, à tout le monde. Élisée, Barry, Arnaud, Daouda, monsieur le directeur. Bon week-end. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu. Bonsoir.